C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a dessiné ses territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leur route. Ce système criminel a façonné notre histoire. Sur l'île de Sao Tomé, les Portugais ont inventé un modèle économique à la rentabilité inégalée, la plantation sucrière. Pour la première fois, on peut parler d'une colonie noire, et une société esclavagiste. On va assister au mariage de l'homme noir et la canne à sucre. 16e siècle. Toute l'Europe cherche maintenant à les imiter. Une quête de profit qui va plonger tout un continent dans le chaos et la violence. Près de 13 millions d'Africains sont jetés sur les routes de l'esclavage vers le Nouveau Monde, où Anglais, Français, Espagnols et Hollandais espèrent devenir riches, immensément riches. Parce que les Caraïbes présentent les mêmes critères géographiques et climatiques que Sao Tomé, elles vont se retrouver au croisement des routes de l'esclavage. Ces îles sont aujourd'hui synonymes de vacances, et la Guadeloupe offre aux touristes la douceur de vivre, le soleil, la nature, et réveille au fond de leur mémoire le mythe d'un paradis perdu. Les vacanciers se cantonnent aux plages du Gosier, de Sainte-Anne ou de Saint-François. Il leur suffirait de pas grand-chose pour qu'ils touchent la frontière qui délimite les deux réalités de l'île. À quelques mètres des baigneurs, des squelettes ont été exhumés. Sous le sable, entre 500 et 1000 sépultures sont encore ensevelies. La plage de Raisin Clair est l'un des 15 cimetières d'esclaves qui ont été fouillés parmi le millier que comptent les Caraïbes. « 89 squelettes ont été mis au jour par les archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. À voir l'état de leurs os, les archéologues en ont conclu que ces hommes et ces femmes n'avaient pas dépassé l'âge de 30 ans. À leur mort, ils ressemblaient à des vieillards de 75 ans tant leur corps avait été déformé par le travail de la canne. Ces hommes sont les cobayes de l'expérience sucrière, les dommages collatéraux d'une guerre commerciale sans précédent, la guerre du sucre. 74% des esclaves déportés l'ont été à cause du sucre. Pour bien comprendre le commerce des esclaves, il suffit de connaître l'histoire du sucre. Plus addictif que le poivre ou la cannelle, le sucre se répand comme une traînée de poudre en Europe. À partir du XVIIe siècle, l'aliment rare et coûteux fait tourner les têtes. Dans les salons de Londres, Amsterdam ou Paris, la fièvre du sucre est telle qu'une nouvelle génération d'aventuriers est prête à tout pour avoir sa part du gâteau. Qu'ils soient armateurs, marchands ou flibustiers, ils se rendent à l'évidence. Pour produire du sucre, il faut beaucoup d'esclaves. L'Anglais John Hawkins fait partie de ces nouveaux entrepreneurs pour qui seul le profit compte. Ce corsaire est l'un des premiers à comprendre qu'on peut faire fortune en convoyant des captifs noirs vers le Nouveau Monde. Il convainc la reine Élisabeth de lui prêter un navire, le Jesus of Lubeck. Pour cette expédition, Hawkins annonce clairement la couleur en se choisissant un noir ligoté comme emblème. J'affirme, Votre Altesse, vous ramener un profit de 40 000 marks sans causer offense à quiconque de vos amis ou alliés. Je tournerai cette entreprise au profit de votre puissance, si vous m'en donnez l'accord. L'expédition que je propose consiste à embarquer des nègres en Guinée et à les vendre aux Antilles en échange de perles, d'or et d'émeraudes, que je pense ramener en grande abondance.
1620. Un siècle après l'introduction des premières plantations au Brésil, l'Atlantique devient le champ de bataille de la guerre du sucre. La Hollande, l'Angleterre et la France veulent briser l'hégémonie de l'Espagne et du Portugal sur le Nouveau Monde. Elles colonisent les Caraïbes, ces confettis d'îles propices à la culture du sucre. Les Hollandais s'emparent de Curaçao, Saint-Eustache et Saint-Martin. Les Français de Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique et la Grenade. Les Anglais, eux, s'imposent aux Bahamas, en Jamaïque, à Antigua, la Barbade et la Dominique. Seuls Cuba et Porto Rico restent sous bannière espagnole. Après l'extermination des Indiens Arawak, ces terres fertiles voient fleurir les premières cannes à sucre. Les Caraïbes sont devenus une terre de conquête pour les Européens très tôt. C'est là que Christophe Colomb a débarqué la première fois dans le Nouveau Monde. C'est là que les Espagnols ont commencé à chercher de l'or et là qu'ils ont commencé à asservir les Indiens. Il y a donc eu plusieurs colonies créées de toutes pièces par les planteurs européens et les législateurs impériaux pour leur profit. Rares sont les territoires que l'on peut ainsi occuper entièrement. Donc, d'une certaine façon, c'est aux Caraïbes que l'on trouve les colonies les plus parfaites, où les maîtres des lieux ont créé un espace adapté à leurs besoins. En Guadeloupe, chaque parcelle de terre, chaque mètre carré de son sol renferme cette histoire violente et enracinée. De la guerre du sucre, il ne reste aujourd'hui qu'un champ de ruines. Sur les 250 sucreries en activité à la fin du 19e siècle, 2 seulement fonctionnent encore. En 2017, à Anse-Bertrand, les archéologues de l'INRAP mettent au jour les restes de l'habitation sucrerie Saint-Jacques. Un moulin, plusieurs remises, 3 rangées de cases à nègres où sont parqués les esclaves. Dans cet univers concentrationnaire, l'homme n'est qu'un outil parmi d'autres. C'est un corps mécanisé, décharné, consumé par le travail jusqu'à son dernier souffle. Le moment où les esclaves creusaient les trous pour planter les cannes et celui où ils les récoltaient étaient les périodes les plus éprouvantes. Les esclaves maigrissaient presque à vue d'œil quand ils creusaient les trous tellement c'était épuisant, et on les nourrissait à peine. Il y avait des femmes dans toutes les équipes qui, la moitié du temps, exécutaient le travail le plus dur et le plus sale comme les hommes, voire même avant les hommes. Ce que l'on constate alors, quand de jeunes femmes exécutent un travail aussi harassant, c'est que le taux de natalité est très bas et que le taux de mortalité infantile est incroyablement élevé. Au milieu du XVIIIe siècle, 90% des enfants d'esclaves jamaïcaines n'atteignaient pas l'âge d'1 an. Il est donc impossible pour la plantation de se reproduire dans de telles conditions. Les plantations sont gérées par des économes qui vont développer des relations qui sont vraiment des relations proprement utilitaires. On est dans l'exploitation pure de la main-d'œuvre. Donc une société très, très particulière parce que le taux moyen de vie sur une plantation est extrêmement faible. Il tourne autour de entre 8 et 10 ans. La logique du système esclavagiste, c'est la logique d'une disponibilité absolue de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre doit être disponible. Et pour que la main-d'œuvre soit disponible, l'homme est conçu comme un accessoire, en quelque sorte, de la terre. Il apparaît d'ailleurs comme tel dans les inventaires d'habitation. Les listes d'esclaves apparaissent au même titre que le cheptel et au même titre que les instruments manufacturiers. Donc ça, c'est tout l'aspect archaïque de ce système. Et parallèlement, c'est un archaïsme qui est mis au service d'un système capitaliste et qui répond essentiellement à la demande, qui répond aux offres du marché, avec ses fluctuations, avec ses besoins, avec ses concurrences, sa libre concurrence.
Avec le complexe sucrier, l'esclavage entre dans une nouvelle ère. Plus la demande en sucre est forte, plus la traite se développe, plus les négriers cherchent l'appui des banques pour financer leurs expéditions. Londres est l'un des plus anciens centres de la finance mondiale. La City of London est la première à se doter d'une bourse de commerce, à développer le crédit et à émettre massivement des billets. L'explosion du commerce d'esclaves au XVIIe siècle n'aurait jamais été possible sans l'invention d'un système bancaire centralisé. Monter une expédition négrière coûte cher, et le fait de disposer d'un arsenal bancaire donne à l'Angleterre un avantage décisif sur ses concurrents. N'oublions pas que l'État tire des revenus considérables des plantations et qu'il a donc tout intérêt à investir dans le commerce des esclaves. Si vous étiez allé trouver le roi d'Angleterre en 1680 en disant « Voilà, vous avez le choix entre ces 13 colonies en Amérique du Nord et cette petite île qu'on appelle la Barbade », il aurait instantanément choisi la Barbade pour ses revenus sucriers. Le phénomène conservera une importance capitale pour les États européens jusqu'à la toute fin de l'esclavage. Pour soutenir la guerre du sucre, la City prête sans compter. Au milieu de ces buildings de verre, les deux piliers de l'économie britannique qui ont financé la traite d'esclaves dominent encore le ciel de Londres. D'un côté, la très honorable Bank of England, première banque centrale du monde. De l'autre, la plus puissante compagnie d'assurance du Royaume-Uni, la prestigieuse Lloyd's of London. Dans la traite atlantique, les négriers doivent s'endetter lourdement pour affréter leurs bateaux. Sans les assurances, la plupart risqueraient la ruine dès leur première expédition. On pouvait perdre beaucoup. On pouvait perdre le bateau s'il vous appartenait. On pouvait perdre l'équipage et la cargaison destinée à être troquée contre des esclaves en Afrique. Et on pouvait aussi perdre les provisions qui étaient à bord pour le voyage. Il y avait la guerre pendant presque toute cette période. Et évidemment, vous risquiez, même si tout se passait bien pendant le voyage, que vous ne perdiez rien, vous risquiez d'être attaqué par des pirates ou des navires ennemis et de perdre quand même la cargaison. Dans ce commerce, l'esclave n'est qu'une marchandise de qualité variable que les compagnies négrières cherchent à écouler au meilleur prix. En témoigne une lettre de 1686 d'un négrier à son associé. Les convois. Partis de chez vous le 21 février par le Orange Tree et le 1er mars par le Mary, arrivèrent ici le 29 juin. Chaque navire ayant perdu une centaine de nègres qu'il transportait. Le reste a eu la grippe et est en très mauvaise condition physique, ce qui va entraver leur vente. Nous craignons donc de devoir les faire sortir à des taux très bas ou de ne pas pouvoir les vendre du tout. Nous sommes dans l'embarras de ne pas savoir quoi faire avec les nègres qui sont dans une si mauvaise condition que personne n'ose monter à bord pour les acheter. Pour l'avenir, nous vous recommandons donc vivement de nous envoyer autant que possible des bons nègres de la Gold Coast, qui arrivent toujours en bon état et qui sont aussi bien acceptés ici. Mais nous vous prions de ne plus envoyer des Alampos, car ils sont si teigneux et si bien connus ici que, si on les laisse venir dans un tel état, ils seront rarement vendus, peu importe le prix. Les négriers placent leur argent dans la traite comme on joue au poker. Le risque est gros, mais en cas de succès, le retour sur investissement ridiculise tous les autres placements. Les assureurs comme la Lloyd's ont tout à gagner en participant à ce jeu de hasard. Une expédition réussie peut rapporter jusqu'à 3 fois la mise. Dans les archives de la Lloyd's, il ne reste quasiment aucune preuve des gains accumulés en assurant ces expéditions périlleuses. La plupart des registres comptables ont brûlé dans un incendie en 1838, l'année de l'abolition de l'esclavage dans les Caraïbes britanniques. Les ports doivent s'adapter à cette course vers l'Afrique et les Caraïbes. À Londres,
Blackwall devient le quai de la traite négrière. Ici, on embarque les marchandises de traite, étoffes précieuses, bijoux, porcelaine, armes, eau de vie achetée à crédit avec l'argent des banques. Autour de l'embarcadère se déploie peu à peu un gigantesque complexe portuaire, une ville dans la ville entièrement dédiée à ce nouveau commerce. Après Londres en 1663, tous les grands ports maritimes l'un après l'autre se ruent sur ce trafic juteux. Lorient, Copenhague, La Rochelle, Bristol, Nantes, Liverpool, Bordeaux, Anvers. Des quatre coins de l'Europe, des navires négriers mettent le cap sur l'Afrique. Quand j'ai découvert que les vaisseaux négriers ne partaient pas seulement de Liverpool ou de Nantes, mais de tous les ports de l'Atlantique, dès qu'un port devenait assez grand pour envisager la traversée, il y avait de fortes chances pour qu'il s'agisse de traite négrière. Il y a en tout 170 petits ports. Aujourd'hui, les gens ne se doutent pas que ces ports étaient jadis dédiés à la traite. Saint-Pierre-Port, dans les îles anglo-normandes, un endroit charmant, était pourtant un port négrier. Des ports français s'élancent plus de 3500 expéditions en 2 siècles. Avec plus de la moitié d'entre elles, Nantes est le champion français du commerce triangulaire. Les mascarons africains du quai de la Fosse ou de l'île Fédot évoquent le temps où les grandes familles de négriers se flattaient d'être les principaux artisans de la prospérité de la ville, ce qui faisait de Nantes le plus important port de commerce de l'Hexagone. La richesse des riches s'est faite sur l'esclavage. Donc il y a les négociants, les armateurs, tous ceux qui produisent les denrées, donc le vin, les producteurs de vin, les producteurs de farine, les producteurs de tissus, les producteurs de quincaillerie. Tous les ports atlantiques, en fait, irriguent un arrière-pays qui va très loin, parce que pour Nantes, ça va jusqu'à Orléans, par exemple. C'est-à-dire ça remonte tous les fleuves. Donc l'esclavage produit de la richesse qui est une richesse essentielle pour la France. 1669. De Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, l'argent de l'esclavage remonte par les fleuves jusqu'à Rouen, Orléans et Angoulême. Il rejaillit sur l'intérieur des terres au point de devenir un enjeu national. Louis XIV l'a bien compris. S'il veut gagner la guerre du sucre, il lui faut une flotte digne de ce nom. Louis XIV ordonne la construction de 500 galions. L'Atlantique devient le théâtre d'une guerre navale entre la France, l'Angleterre et la Hollande. Une lutte à mort où chaque bateau coulé représente une perte sèche pour l'économie du pays. C'est très coûteux de construire et d'armer, de payer l'équipage d'un navire de 74 canons. Et finalement, à qui ça coûte? Parce que le financement de ces guerres, le financement des navires de guerre, des arsenaux, il est payé par la paysannerie française essentiellement. Dans le sillage des bateaux négriers s'engouffrent des milliers de navires militaires. 16 000 galions protègent déjà les bateaux de commerce hollandais et les 3 000 croiseurs légers et rapides de la Royal Navy font trembler ses adversaires. Face à ces armadas, la France fait pâle figure. Chaque nation se doit aussi de posséder une forteresse en Afrique si elle veut rester dans la course atlantique. Comme les îles aux Caraïbes, ces forts sont les superstructures du commerce triangulaire. Véritable plateforme militaire, on y entrepose les marchandises et les captifs avant le départ en mer. 43 forts sont construits en moins de 80 ans du Sénégal au delta du Niger. Chaque pierre, chaque poutre, chaque pièce de maçonnerie est transportée par bateau depuis l'Europe. La plupart de ces forteresses étaient construites par les États. Un financier seul, pas plus qu'un groupe de financiers, n'avait les moyens de construire ce genre de forteresse. En 1684, Jean-Baptiste Ducasse, directeur de la Compagnie du Sénégal, fait un rapport à Louis XIV sur l'avancée des travaux de construction des forts.
Le roi veille aux dépenses. Chaque denier investi dans la traite négrière doit être rentabilisé. Il est nécessaire de savoir de quelle grandeur doivent être les forteresses, l'élévation qu'on donne aux bastions, et se régler sur la quantité de briques et de chaux qu'il conviendra d'apporter. Comme cette dépense sera considérable, il y a moyen d'en ménager une partie par le commerce. Les Hollandais ont 8 forteresses et 2 comptoirs sur la Côte d'Or. Il est aisé de juger des sommes considérables qu'ils en ont retirées depuis qu'ils fournissent 6000 nègres par année. Notre forteresse s'en fournira davantage par les colonies, où ils demandent un très grand nombre de nègres, ce qui va multiplier la manufacture des sucres à l'infini. La France, pour le moment, ne dispose que d'un seul fort sur la Côte d'Or. Elle doit impérativement rattraper son retard. Les Anglais en ont déjà 13, les Hollandais 10, les Danois 5. Même les Prussiens, avec leurs 3 forts, surclassent les Français. Sur la Côte d'Or, à l'emplacement de l'actuel Ghana, les Fanti et les Ashanti louent des terrains pour que les Européens puissent y construire leurs forts. Les Européens établissent comptoirs et forteresses tout le long de la côte atlantique, du territoire Ewe jusqu'au royaume Congo. L'Afrique équatoriale devient le principal vivier de captifs au monde. Dans ce document comptable rédigé en 1688 par la Royal African Company, on apprend qu'en 8 ans, 60 783 captifs ont été embarqués par la compagnie anglaise. Chaque captif leur a coûté entre 8 et 12 livres sterling, soit l'équivalent aujourd'hui de 950 à 1500 € par tête. Tous ont été achetés avec des marchandises de traite. La demande en esclaves est telle que les Européens poussent leurs partenaires africains à planifier, rationaliser et industrialiser leurs méthodes pour organiser cette déportation de masse. Les esclaves étaient souvent achetés à crédit. C'est-à-dire que les bateaux européens arrivaient avec une pleine cargaison de tissus, d'objets en métal, de rhum, de tabac, tout un tas de choses. Et on donnait tout ça à crédit aux marchands locaux. Ils emportaient ces marchandises à l'intérieur des terres pour acheter des esclaves, puis ils revenaient. La principale conséquence a été le niveau croissant de la violence et le niveau de tension qui ont gagné l'ensemble de la société. C'était aussi l'occasion pour de nouveaux hommes forts de s'imposer, de nouveaux puissants leaders. Un tel récupérait des armes, un tel devenait plus agressif, ils se constituaient leur propre clan et subitement ils étaient puissants. Parmi ces caïds, Antera Duke, un important courtier africain originaire de Calabar. Dans son journal, il parle de ses méthodes pour terroriser les captifs, enlèvement, séquestration, assassinat. Autour de 4 heures du matin, je me suis levé. Pluie terrible. J'ai marché jusqu'à la maison de négoce de la ville et j'y ai retrouvé tous les messieurs. Nous nous sommes préparés à couper des têtes. Et à 5 heures du matin, nous avons commencé à décapiter les esclaves. « 50 têtes tombées ce jour-là. De toute évidence, ces sacrifices avaient pour but d'instaurer une forme de terrorisme, pour que la population comprenne bien qui était le chef et qui ne l'était pas.
Un fonctionnement très semblable à celui des organisations mafieuses, quand elles veulent s'assurer que leurs membres obéissent à celui qui est le parrain. Et si quelqu'un sort du rang, il risque de se faire assassiner. Donc personne ne sort du rang, évidemment. Pour les bénéfices de quelques chefs entreprenants et profiteurs sans scrupules, c'est toute l'économie continentale qui est bouleversée. Sur les côtes, les courtiers africains connaissent tous les rouages du complexe sucrier. Un navire négrier parti de Saint-Malo, le Marie Séraphique, accoste à Loango au royaume Congo. Les dessins de son capitaine révèlent tous les détails des tractations entre Européens et Africains. Les marchands de la côte savent que le capitaine du Marie Séraphique est pressé. Il doit absolument arriver aux Antilles avant la récolte. C'est le moment de l'année où les esclaves se vendent le mieux et que le meilleur sucre est disponible. Alors ils font durer les négociations le plus longtemps possible pour faire grimper les prix. Cela prendra en tout 116 jours pour rassembler 312 captifs. La réaction africaine à l'expansion de la traite était directement liée au fait que dans les différents ports de la côte africaine, les gens savaient exactement ce qui se passait aux Amériques. Tous ces gens savaient parfaitement comment fonctionnaient les plantations. Plusieurs d'entre eux étaient allés en Europe en passant d'abord par les Amériques. Ils avaient été témoins de tout parce que c'était le trajet que suivaient les navires avant de rentrer en Europe. La présence de ces marchands à bord des bateaux négriers ne posait aucun problème. Ils ne risquaient pas d'être vendus comme esclaves parce que tout le monde se connaissait. Finalement, le commerce reposait essentiellement sur un réseau de relations personnelles entre les marchands africains et les capitaines des bateaux négriers. Le Marie Séraphique arrive à Saint-Domingue un an après son départ de France. Seuls 9 captifs ont péri. Un bon ratio pour l'équipage qui fête son succès. Dans les dessins du Marie Séraphique, rien ne ressort de la détresse des captifs. Ce sont des ombres comptées, déshumanisées, rangées comme des tonneaux à fond de cale. Dans de nombreux cas, le convoyage vire au cauchemar. Il faut bien comprendre que la violence à bord des bateaux négriers était sélective. Aucun capitaine ne voulait tuer tous les esclaves, parce que le voyage n'aurait alors rien rapporté. Donc, en cas de résistance, ce que faisait le capitaine, c'est qu'il organisait un spectacle durant lequel un petit nombre de personnes étaient exécutées de façon extrêmement violente et atroce afin de terroriser tous les autres. Les esclaves devaient tous monter sur le pont pour assister aux exécutions. Le chirurgien d'un bateau a raconté que souvent le pont principal était entièrement inondé de sang à la suite de ces révoltes avortées. Elles étaient fréquentes et presque toujours réprimées. Les capitaines profitaient de la situation pour tuer un petit nombre d'esclaves afin d'intimider tous les autres. Le message étant, si vous résistez, voilà ce qui vous attend. J'ai également suggéré que les bateaux négriers ont créé les catégories raciales. Par exemple, quand les Africains montaient à bord des navires, ils embarquaient en tant qu'Ibo, Fanti ou Mende. Mais quand ils débarquaient, ils étaient devenus des gens de race noire. Et c'était la même chose pour les matelots. Les équipages étaient composés d'Anglais, d'Irlandais, parfois d'Africains quand ils quittaient leur port d'Europe. Mais arrivés sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, ils étaient devenus les Blancs. Sur les plages des Caraïbes, les captifs débarquent en tant que noirs,
dans un monde dominé par les Blancs. Exutoire d'une société construite par la violence et la race, le carnaval perpétue ce temps où l'industrie sucrière imposait ses cadences, ses rites, ses saisons, rythmait la vie de l'île. Cette époque où les joueurs de tambour annonçaient la fin de l'hivernage et la reprise de la coupe, où les esclaves en fuite s'enduisaient de mélasse pour glisser entre les mains de leurs bourreaux. Ce qui se construit dans l'esclavage atlantique et ce qui est différent et ce qui marque la différence par rapport aux autres systèmes d'esclavage, c'est la construction de la race. C'est précisément cette superposition qui se construit entre une apparence physique qui est décrite par un terme et un statut. Donc, aux deux extrêmes de ce continuum à la fois de statut et de couleur, il y a le blanc maître et l'esclave noir. Ce terme de blanc n'existe pas avant les sociétés esclavagistes. Le terme de blanc, il se construit précisément dans les Antilles. Donc là, vous voyez comment cet espace esclavagiste atlantique est essentiel dans la construction de catégories raciales que nous utilisons actuellement et que nous utilisons comme des choses immuables, des catégories qui ont été immuables dans le temps et qui ne le sont pas. La race est une arme de soumission. Elle sert à graver dans la chair la prétendue infériorité des uns et l'infinie supériorité des autres. Coupés de leurs racines et de leur famille, les Noirs ne forment plus qu'une masse servile, sans nom et sans repère. La plantation est une machine qui dévore sa main-d'œuvre. Il faut en permanence l'alimenter avec de nouveaux arrivants. Les propriétaires terriens veulent faire des esclaves des corps-outils. Le fouet, la torture sont des moyens de leur ôter toute humanité. Dans ce jardin des supplices qu'est la plantation, l'autorité du maître est absolue. Prenons par exemple quelqu'un comme Thomas Thistlewood. On sent bien dans son journal l'escalade dans la violence qu'il pense devoir infliger aux esclaves pour les forcer à travailler dans la plantation. Je suis arrivé comme contremaître à la nouvelle plantation il y a 2 semaines à peine, et nous avons dû administrer justice à un nègre qui s'était échappé. Nous l'avons sévèrement fouetté, et nous lui avons frotté du poivre, du sel et du jus de citron vert dans les plaies. 3 jours plus tard, le corps d'un autre esclave qui s'était enfui nous a été apporté. Je lui ai coupé la tête et nous avons brûlé le corps en public. Voilà la seule manière d'imposer notre contrôle sur les nègres. Dans cette affaire, ma cause devient celle de tous les colons. La condition malheureuse du nègre l'amène naturellement à nous détester. Il n'y a que la force et la violence qui peuvent le retenir. Ce genre de torture, de punition, d'actes de cruauté sont devenus monnaie courante dans les plantations, où une poignée de Blancs était entourée d'armées d'esclaves qu'ils craignaient ne pas pouvoir contrôler. Les hurlements et la puanteur de la chair brûlée, ça aussi c'est devenu partie intégrante du paysage jamaïcain.
C'était ça la plantation. C'était cette odeur, ces cris et cette terreur qui obligeaient les esclaves à travailler et à obéir à leur maître. Il est impossible de dissocier cette terreur due au travail sur la plantation des profits qui en résultent. Mais les planteurs ne peuvent pas dilapider ces esclaves achetés à crédit. L'État qui a financé le transport d'esclaves veut son retour sur investissement. 1685. En France, Louis XIV promulgue le Code noir, un ensemble de lois destinées à encadrer les rapports entre maîtres et esclaves. Article 42. Pourront pareillement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture et de leur faire aucune mutilation de membres. Dans tous les systèmes juridiques qui pratiquent l'esclavage, la loi impose des limites aux violences que l'on peut exercer, comme par exemple le Code noir. Dans tous les cas, il y a des restrictions spécifiques, mais en définitive, rien ne peut réellement empêcher un maître, quelle que soit la situation, de commettre les pires atrocités. Il y a des tonnes d'exemples qui le prouvent. Ils s'en sortent ensuite sans aucune sanction, sans que l'État protège jamais la victime de ces abus. Alors, le Code noir est bien sûr devenu un symbole d'une période, un symbole d'un système, un symbole de la négation de l'homme par la négation juridisée de l'homme par l'homme, et un symbole extrêmement fort et extrêmement douloureux, notamment pour les descendants d'esclaves. Dans la réalité, le Code noir, je ne dirais pas qu'il n'a pas été appliqué, il a été appliqué, c'est la référence du système, mais il était contredit par tous les arrangements presque quotidiens. La société de plantation ne se fie qu'aux lois du marché. La violence est un coût nécessaire qu'on intègre au bilan comptable. Le prix d'un esclave est amorti en 4 ans. Après, sa vie n'a de valeur que s'il peut encore tenir une machette. C'est à ce prix que l'on mange du sucre en Europe. Il est impossible de réduire un autre être humain à un simple numéro, à un simple prolongement de votre volonté. Et c'est là que naissent les tensions et la possibilité de révolte et de résistance parmi les esclaves. Parce que si mon objectif est de vous soumettre totalement, mais on ne peut jamais être soumis totalement, il y aura toujours des conflits. Dans les cas extrêmes de domination humaine, même dans le cas de l'esclavage, il y a toujours des résistances, toujours des tensions, toujours des luttes. Dans la Gazette de Lille, à côté de la rubrique des objets perdus, un article dresse la liste des nègres en fuite. Il est détenu à la geôle de Pointe-à-Pitre, le nègre Atis, nation guinée, âgé d'environ 28 ans. Un petit nègre nommé Jean-Jean, de nation créole, un nègre âgé qui de dit se 10 nommer ans. Fermont, taille de 5 pieds, 2 ou 3 pouces, Une négresse bien faite, un nègre âgé âgé d'environ 40 ans, appartient à M. Papin. Un petit nègre nommé Jean-Jean, de nation créole. Nommée Charlotte, un nègre bien qui dit faite, se nommer belle Fermont, peau, âgée de taille 18 ans, appartient à Madame Devreuil. Dans toutes les Caraïbes, les esclaves en cavale se réfugient au cœur des forêts et dans les montagnes. On les surnomme nègres marrons, en référence au mot espagnol cimarrón, désignant le bétail retourné à la vie sauvage. Dans les zones les plus reculées, la résistance s'organise. Sur chaque île, des hommes et des femmes se dressent contre leurs oppresseurs. En Jamaïque, le capitaine Leonard Parkinson, chef des Marrons. Grandinani, une Ashanti, surnommée la prêtresse des Marrons. À la Barbade, Boussa, chef de guerre Ibo. En se révoltant, les insurgés retrouvent un nom et une identité.
Dans les montagnes de la Jamaïque, il y avait partout des communautés d'anciens esclaves qui s'étaient échappés. Ils s'étaient adaptés au territoire, ils avaient appris à cultiver la terre, et ils avaient aussi appris à se battre. Ils attaquaient les plantations, ils volaient de la poudre à canon, ils faisaient de nouvelles recrues, et ils renforçaient leur communauté dans les montagnes. C'est devenu un vrai problème pour les Britanniques. Et dans les années 1720-1730, ça s'est transformé en véritable guerre. Les Britanniques craignaient même de perdre l'île. Nèg marron goumé pour liberté, yé les répondants nous lever la voix. Nèg marron goumé pour liberté, yé les assistances pour frapper la main. Nèg marron goumé pour liberté, yé les tambouillés pour yo jouer les cartes. Nèg marron goumé pour liberté, yé les assistances pour mon bel cadasseau. Woy 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 woy, woy 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 yo yo yo. Si on bat des vaillants, si on bat des solides, si on bat des levés, si on bat des debout, yo battez que j'ai sorti dans la défaite, yo battez que j'ai sorti dans la misère. Hommage à Ignace qui les fait coumer, hommage à Massoto qui les fait coumer, hommage à Desgraces qui les fait coumer, à l'embédon ya yo les fait coumer, Massoto et Odile yo les fait coumer, Massoto Solidique yo les fait coumer. Le système sucrier en surchauffe se détraque de toutes parts. Après les îles, l'incendie gagne les côtes africaines. Sur les lieux de capture, des guerres civiles éclatent. En Sénégambie notamment, où les marabouts accusent les marchandises de traite de corrompre la société. Ces flambées de violence plongent l'industrie du sucre dans une impasse. L'Europe n'est pas épargnée par cette crise. Dans les ports de commerce, de plus en plus de voix s'élèvent pour exprimer leur indignation face aux horreurs de la traite. Dans tous les grands ports négriers, tout le monde connaissait la vérité sur la traite. Je vais même vous citer un exemple. Les navires négriers étaient imprégnés d'une odeur très particulière. Il était impossible d'extraire cette odeur du bois. En fait, à Charleston, en Caroline du Sud, qui était le plus important port négrier d'Amérique du Nord, on disait que quand le vent du large soufflait dans une certaine direction, on pouvait sentir un bateau d'esclaves arriver avant de le voir. C'est-à-dire que dans tous les ports où accostaient ces bateaux de l'horreur, qui puaient la misère humaine, tout le monde savait ce qui se passait. Soudain, des informations concernant l'esclavage et les traitements infligés aux esclaves africains pendant la traversée sont parvenues à la connaissance du public à la fin des années 1780. Les abolitionnistes insistaient particulièrement sur la traversée. C'est à ce moment-là que la polémique éclate et que beaucoup de brochures sont publiées sur le sujet. L'affaire ayant été portée en justice, les maîtres réalisent pour la première fois qu'ils devront s'expliquer quant à la légitimité de l'esclavage colonial. Dans ce contexte, en 1783, un procès opposant la Lloyd's à une compagnie de traite va connaître en Angleterre un écho retentissant. Les abolitionnistes vont s'en servir comme tribune pour dénoncer les pratiques barbares des négriers. Le massacre de Zong, qui eut lieu au début des années 1780, a été un événement très important. En résumé, le capitaine d'un navire négrier avait jeté par-dessus bord des esclaves vivants dans le but d'être dédommagés par les assurances. Le voyage s'était poursuivi et la justice n'avait été saisie de l'affaire que 2 ou 3 ans plus tard parce que l'une des compagnies d'assurance refusait de payer.
Et au moment du procès, un abolitionniste qui s'appelait Granville Sharp est intervenu. À la question « s'agit-il ou non de marchandises ?», Sharp a répondu « c'est un massacre pur et simple. Rien à voir avec des droits de propriété, ce sont des êtres humains. » Le juge a soutenu les compagnies d'assurance qui refusaient de payer pour les Africains assassinés. Et c'est Vassa qui en a informé Granville Sharp, qui a porté l'affaire au grand jour, favorisant ainsi la mobilisation de l'opinion publique en Grande-Bretagne. Gustavo Vassa est l'un des plus fervents abolitionnistes anglais. Né au Nigeria, il est déporté à l'âge de 11 ans vers les Caraïbes. À 21 ans, il parvient à racheter sa liberté lors d'un passage en Angleterre. Dans son autobiographie publiée en 1789, il raconte son expérience du passage du milieu à fond de cale et livre un vibrant plaidoyer contre l'esclavage. Devant les nations qui l'ont réduit au rang d'objet, le nègre retrouve sa voix. Seigneurs et gentilshommes, la traite esclavagiste a une telle tendance à débaucher l'esprit des hommes et à les endurcir contre tout sentiment d'humanité. Voilà bien la fatalité de cette avarice trompeuse. Elle corrompt la bonté naturelle de l'homme et la tourne en bile amère. À l'évidence, ce commerce ne peut pas être bon, qui se propage comme la peste et corrompt tout ce qu'il touche. Ce commerce qui viole la toute première loi de l'humanité, égalité et indépendance, et donne à un homme une domination sur ses prochains qui n'a jamais été le dessein de Dieu. Et pourtant, combien est fausse l'avarice même de ces planteurs. Ces esclaves sont-ils plus utiles réduits à la condition de bêtes qu'ils ne le seraient s'ils bénéficiaient des avantages de l'humanité ? Ce qui est frappant chez Equiano, alias Gustave Vassa, c'est qu'il a parcouru tout le monde atlantique. Il a été esclave, puis il a travaillé sur un navire de guerre, sur un navire marchand. Il est ensuite parti à Londres où il a milité contre l'esclavage. On réalise alors que le fait d'avoir été esclave dans le monde atlantique ne signifie pas qu'on en ignore la complexité. Et le fait de s'apercevoir que l'imaginaire géographique de ces gens était plus vaste que ce que l'on imaginait quand on pense à un esclave courbant les chines et s'épuisant dans une plantation, c'est pour moi une idée puissante. En 1789, au moment où Gustavo Vassa prend la parole, 7 700 000 Africains ont été déportés. 1 million en provenance de Sénégambie, 3,4 millions du golfe du Bénin et du Biafra, 3,2 millions d'Afrique centrale et près de 73 000 d'Afrique de l'Est. Si les chiffres de la déportation ont été clairement établis par David Eltis et l'équipe de recherche d'Emory University, ceux des revenus générés par la traite sont toujours en cours d'estimation. Les historiens tentent encore aujourd'hui d'évaluer les profits que les banques et les assurances ont tirés du commerce d'esclaves. L'esclavage n'est pas uniquement l'un des fondements du capitalisme américain, c'est aussi l'un des fondements du capitalisme européen et atlantique, parce qu'il a créé ce système économique extrêmement rentable qui reliait les pays d'Europe du Nord-Ouest aux Amériques à travers le système des plantations. L'intellectuel et militant de renom C.L.R. James a montré que l'esclavage avait engendré la plus grande accumulation de richesses encore jamais vue à l'époque, ce qui explique en grande partie la prospérité du monde occidental. Entre 1633 et 1807, année de l'abolition de la traite par l'Angleterre,
les compagnies anglaises ont déporté 2 755 830 captifs africains. La plupart sont morts dans les plantations, brisés par le travail de la canne. Tout cela pour le profit et rien d'autre. En 2007, lors de la commémoration du bicentenaire de l'abolition de la traite en présence du Premier ministre Tony Blair et de la reine Elisabeth II, l'un des invités, le militant des droits de l'homme Toyin Agbetou, va perturber la cérémonie. Comment accepter de perdre les Caraïbes si chèrement gagnés, poule aux œufs d'or du capitalisme mondial? Au début du 19e siècle, planteurs et négriers cherchent à contrecarrer cette vague de contestation portée par la société civile. L'esclavage, cette pratique qui existe depuis l'aube de l'humanité, semble à présent immorale, appartenir au passé. Les Anglais le comprennent avant les autres. Avec cette intuition, l'Angleterre possède un coup d'avance sur ses rivaux et se prépare à dominer le monde.